Bienvenue, merci d'être venu à Paris J'écris. Ce soir, on va parler d'autopublication, notamment sur Amazon. Je reçois pour en parler Stephen Wendell, qui a publié Petit lot et le grand corps de la licorne. C'est ce que j'appelle un conte pour enfants et adultes, puisque c'est un peu comme un bon Pixar. On peut l'acheter pour le faire lire à ses enfants, et puis une fois que l'enfant l'a lu, on peut le lire en cachette et on y prend beaucoup de plaisir. Peut-être qu'on va commencer tout simplement par demander à l'auteur de se présenter et de parler un peu de son livre. Merci Thibaut. Bonsoir tout le monde. Vous pouvez peut-être constater par mon accent, je suis américain. Je suis aussi français. J'habite en France depuis 2001 et je parle français depuis la même date. Plutôt, j'apprends le français. Il y a 3 ans, je me suis lancé dans l'aventure de l'écriture et dans l'auto-édition. J'ai publié 4 titres jusqu'à là et j'ai un 5e pour lequel je cherche un éditeur traditionnel. Et à part de l'écriture, je fais aussi les corrections de texte, le formatage ou mise en page des livres en numérique ou en papier et des conseils en auto-édition. D'accord. Et pourquoi as-tu décidé d'écrire en français ? D'écrire en français. Parce que c'est quand même pas la langue la plus simple. Malgré-moi. L'histoire, pour faire court, j'étais dans la voiture, on allait sur le matin, on allait sur mon travail. Et les 2 premières lignes du conte m'arrivaient en français. Et j'ai traduit en anglais et il n'avait pas le même son. Ça ne sonnait pas le même, mais c'était pas aussi bien. Et donc, j'ai commencé en français et j'ai continué. Ça a pris un peu plus de temps et j'avais ma femme qui relisait chaque chapitre et on s'est battu pendant 1 semaine. On discutait sur chaque mot, mais éventuellement, c'était bien terminé. On est toujours ensemble, tout finit bien. Et voilà. D'accord, donc c'est le livre qui s'est presque imposé à toi. C'est imposé comme ça parce que c'était pas la même histoire en anglais. D'accord. Et justement de l'histoire, tu veux en dire quelques mots peut-être pour... C'est une histoire de fantastique, d'un monde fantastique avec un garçon qui joue au jeu de rôle avec son grand frère et ses copains. Et en fait, c'est sur 2 plans. C'est sur le plan où un groupe de copains autour d'une table qui jouent, et c'est aussi peut-être 70% de l'histoire qui se déroule dans le jeu. Et voilà, donc c'est très fantastique avec les dragons, les trolls, les licornes. Oui, c'est ça, cette dimension, ces 2 plans parallèles de l'histoire que j'ai vraiment apprécié. Et s'il y a des personnes ici qui ont déjà joué à des jeux de rôle, ils se retrouveront facilement dans cet univers. Et je trouve que tu as réussi très bien à capter cette atmosphère comme ça, rôliste, de jeu et de convivialité, et comment 3-4 enfants réussissent par le pouvoir de la narration à s'immerger dans un univers imaginaire. Oui, c'est sur les jeux de rôle, mais j'ai fait exprès de ne pas être trop dans les jargons et tout ça des jeux de rôle. Tout à fait, ouais. Non, c'est assez le monde abordable. qui n'a aucune idée des jeux de rôle, il comprend très bien ce qui se passe. Même les enfants de 5 ans comprennent ce qui se passe et ils ne sont pas confondus par l'aspect des jeux de rôle. Tout à fait. Donc, maintenant, on va parler d'auto-édition, autopublication. Voilà. J'ai en fait 3 questions à te poser. Après, je te libérerai. Pourquoi l'autopublication ? Comment tu as fait pour t'autopublier sur Amazon ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Voilà, tous ces petits trucs et astuces qui pourraient aider ceux qui nous regardent. Et ensuite, une question qui m'intéresse beaucoup, moi personnellement en tant qu'auteur, c'est comment
trouver des lecteurs, comment se faire lire une fois qu'on a décidé d'emprunter le chemin de l'autopublication. Pourquoi s'auto-éditer? Il y a des avantages de l'auto-édition, il y a des désavantages. Et dans l'édition traditionnelle, il y a aussi des avantages et des désavantages. Pour se lancer dans l'auto-édition, en fait, souvent on voit la question édition traditionnelle ou auto-édition. Pour moi, la question doit être écrivain à 100% ou auto-entrepreneur. Parce que si vous choisissez la voie de auto-édition, vous devenez, peut-être malgré vous, auto-entrepreneur, qui est pas que écrivain. On écrit peut-être 10% de notre temps, et après c'est plein d'autres choses. C'est du formatage de livres, c'est trouver quelqu'un qui fait la couverture, quelqu'un pour faire les corrections sur le texte. C'est plein de choses. Il faut apprendre comment ça marche Amazon et toutes les autres plateformes pour diffuser le livre. Et après ça, il faut savoir comment promouvoir le livre qu'on a fait. Donc il y a beaucoup de choses. On devient business person. Et si on ne pose pas la question au début, on tombe dans un grand piège de tiens, je suis auto-entrepreneur et parfois ça termine mal ou on fait un échec parce qu'on n'est pas prêt depuis le début. Donc il faut poser les questions comme ça. Écrivain 100% ou auto-entrepreneur. Moi, j'ai auto-édité Petit Lot parce que, et peut-être pas les bonnes raisons, je pensais que ça valait je pense que ça vaut d'être lu. C'est pas forcément une très bonne raison. Parce que oui, ça vaut d'être lu, mais est-ce que ça vaut tout le temps et l'argent que j'ai dépensé pour l'auto-éditer? Ça, c'est une autre question. Donc, je crois que c'est difficile à répondre à la question, est-ce que je veux auto-éditer? Pour tout le monde, je conseille d'abord, la première étape toujours, c'est d'écrire un très bon livre. Et après ça, prendre la voie de l'édition traditionnelle, envoyer le manuscrit à tous les éditeurs qu'on peut trouver qui peuvent être sensibles de publier ce livre. Et après, vous avez fait le tour de tout le monde. Je parlais avec Anne tout à l'heure et j'espère qu'elle a eu la grâce de Dieu pour avoir son premier rejet par écrit d'un éditeur. Et ça, au moins, Anne, tu as une réponse. Ça, c'est quelque chose déjà. Tu dois fêter avec le champagne ce soir. Et il faut compter une centaine avant qu'on a la première réponse positive. Et après, si on a une centaine de négatifs et pas une réponse positive, il faut écrire le prochain livre. De toute façon, il faut commencer le prochain livre déjà. Parce que ne restez pas comme ça, parce que ça, c'est décevant quand même. Il faut oui, une frustration. Il faut continuer le chemin. Donc, prenez le chemin de l'édition traditionnelle d'abord. Et après ça, réfléchis bien sur la question de est-ce que je veux faire l'auto-édition ou pas. Et on va parler de toutes les questions techniques et après tout ce qu'il faut faire pour faire ça. D'ailleurs, j'avais... tu parlais avant de ton prochain, et là tu disais que tu voulais plutôt l'éditer de manière traditionnelle. Comme je viens de dire, j'ai appris au fur et à mesure, il faut
aller sur le chemin de tradition, édition traditionnelle d'abord, mais particulièrement pour cela, c'est encore un conte pour enfants, mais ça va être, c'est très court, ça va être un livre illustré. D'accord, ouais. Et donc là, si on imagine le coût pour avoir une illustration pour la couverture, c'est assez cher, mais si on fait pour toutes les pages, ça devient ça fait un investissement. Ouais, là, il faut mieux être soutenu par un éditeur traditionnel dont c'est le métier et qui connaît déjà les illustrateurs. Et même, est-ce qu'il y a des écrivains pour enfants parmi nous? Je comprends que pour les enfants, les parents et tous les gens qui achètent pour les enfants, ils se tournent pas vraiment vers l'auto-édition. C'est plutôt les grands éditeurs dans les librairies qui trouvent tout ça et les bibliothèques. Donc, éviter vraiment, je peux vous confirmer que c'est difficile avec un livre pour enfants. D'accord. Qu'est-ce que, pour ceux qui, malgré tout, décident de s'auto-publier sur Amazon, quel est le processus à suivre? Voilà, une fois que tu as ton manuscrit, il est relu, il est corrigé, tu sais qu'il est bon, qu'est-ce que tu fais? Tu l'encodes, tu le transformes en livre numérique? La première chose à faire, c'est de faire les corrections, d'avoir un vrai professionnel pour faire les corrections. Tout le monde a son processus d'écriture, mais moi j'écris le premier jet et après je réécris et après je relis, j'ai fait des corrections 1000 fois. Et après que je peux rien faire, je peux plus rien faire, là je cherche un professionnel, quelqu'un d'autre pour faire les corrections. Parce qu'on ne peut pas faire des corrections à fond sur notre propre écrit. On saute tous les défauts et tous les trucs qui ne sont pas bien. On dit, ça c'est assez bien. C'est quelqu'un d'autre qui va trouver tous les bons mots pour faire ça. Il faut avoir un vrai professionnel pour faire ça. Et ça a un certain coût. Ça peut coûter, je ne sais pas exactement en France. Tu demanderas un correcteur et tu dira qu'il n'est pas assez payé. Et tu demandes un auteur et il te dira que c'est trop cher. Ouais, mais, je peux dire combien que j'ai payé pour cela. Je ne dis pas qui a fait, mais c'était un très bon correcteur de texte. Et j'ai payé à la fin, je crois que c'était, parce que c'était en 3 fois. Il a relu le texte et relu. Ouais, tu étais très zélé. J'étais exigeant. Voilà. Et ça coûtait, à la fin, à peu près 400 €. D'accord. Donc c'est un coût. Il y a 3 choses qui coûtent dans le processus. Il y a la correction de texte, il y a la couverture et il y a le formatage de mise en page. Ces 3 choses-là, on peut estimer vers 500 € chacun. Ça va varier, mais comme ça, juste au pif. On peut calculer comme ça. D'accord. Et pour la couverture, comment tu as trouvé le génie qui collait à ton imaginaire et à tes personnages? C'était difficile. J'ai cherché pendant 1 an de trouver quelqu'un qui peut faire ce que j'avais en tête et pour le prix, autour de 500 €. Parce que pour faire une couverture professionnelle, c'est à peu près 2005 dans ces eaux-là. Et donc j'ai trouvé un gars qui est sorti de l'université l'année avant. Et j'ai vu j'ai trouvé à travers les contacts. J'ai parlé à tout le monde. Il y avait quelqu'un à qui je parlais qui disait qu'il connaissait un gars qui était un professeur dans une université. Et lui, il était un professeur d'art. Et lui, il connaît des étudiants. Et il m'avait envoyé 3 portfolios. Et j'ai regardé et j'ai vu un. Et j'ai dit, celui-là, il est dans mon univers. Il avait un style un peu fantastique et en même temps fantastique et un peu vieille école.
Il n'avait pas l'air d'être fait sur l'ordinateur, c'était tout à la main. C'est artisanal. Artisanal, exactement. Et les scènes qu'il a peintes, c'était les scènes fantastiques avec les monstres et les choses un peu qui fait peur et tout ça. Et je dis, celle-là, c'est le gars qui peut faire mon couverture. Et j'avais un copain qui était artiste, qui a fait un croquis de la couverture. J'ai expliqué un peu l'histoire et je lui ai dit ce que j'avais en tête. Et lui, il est à la retraite maintenant, il avait beaucoup d'expérience dans le dessin. Il a sorti la couverture dans un croquis, plus ou moins ce que j'avais dans ma tête. Je dis, là j'étais un peu... N'y touche plus, c'est ça. Il a dit, tu peux renvoyer ça à ton illustrateur et pour le montrer ce que tu veux. Et donc j'ai fait ça et le gars m'a rendu exactement ce que j'avais en tête. Il faut savoir que dans un illustrateur professionnel, il y a des étapes qui fassent chaque fois avec un contrat derrière qui disent que ça c'est les étapes de faire. Il y a le premier croquis qui donne en général la composition de l'image avec tous les éléments placés bien où il faut. Et à chaque étape, on discute et on dit qu'on est d'accord et on donne notre avis sur est-ce que ça va pas ou tout ça. Et donc, soit il fait les corrections et il redonne un autre croquis, soit c'est juste les petites corrections et il peut intégrer ça dans la prochaine étape. Deuxième étape, c'est de faire encore un dessin en ligne, crayon, ou noir et blanc, mais avec tous les détails, vraiment détaillé. C'est plus on est d'accord sur la composition, maintenant c'est tous les détails, toutes les lignes, plus ou moins exactement où ils vont être. Et puis la troisième étape, c'est les couleurs. C'est moins détaillé, mais toutes les couleurs, ça doit correspondre à ce qu'on veut à la fin. Et la quatrième étape, c'est le final. Il prend le dessin avec les détails et il met les couleurs dessus, qu'on ait été d'accord dessus. Et là, il a l'étape finale. Et à chaque étape, il faut être sûr que c'est ça ce que je veux, et avant qu'il procède à la prochaine. Parce que sinon, on gâche l'argent. Ouais. Si on dit que, ah tiens, la deuxième étape là, je crois que j'aimerais bien avoir un autre truc là. Et là, le contrat, dans le contrat, c'est dit, s'il y a des choses à faire en plus, ça va coûter plus cher. Donc, il faut être... rigolo. Chaque étape, il faut étudier le sujet bien pour procéder à la prochaine étape. Si jamais vous trouvez un artiste qui disent que aucun problème, dis-moi ce que tu veux et je vais le faire. Et tu dis, et après il termine le truc et il te donne, méfiez-vous, parce que forcément il va vous donner quelque chose qu'il n'a pas compris ce que vous avez expliqué. Donc, couverture, correction, encodage. Encodage. Tu as appris tout seul? Oui, moi j'ai appris tout seul. Il y a l'encodage pour le livre numérique et il y a la mise en page pour le livre en papier. Pour l'encodage, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des choses automatiques. On sauvegarde notre document Word en e-book et ça se fait automatiquement. Et ça peut marcher, mais j'ai pas trouvé que c'est pas très fiable. La conversion. Il y a des outils comme Juto et Calibre qui fait plus ou moins automatiquement ce qu'on veut faire. J'ai pas trop essayé ça. Moi, j'avais un peu d'expérience dans l'HTML et CSS et j'ai appris comme ça au fur et à mesure qu'un livre numérique, en fait, c'est une page HTML. C'est que ça, c'est HTML et CSS avec les images. Et donc, j'ai appris comment on fait ça directement dans l'HTML et le CSS. Et comme ça, j'ai tout contrôle sur chaque ligne et comment ça va
affiché sur le petit écran. Peut-être précise ce que c'est CSS. Le CSS, c'est les Cascading Style Sheets. Le HTML, c'est le contenu, tous les mots. La structure. Et le CSS, c'est le structure autour, c'est le taille, la couleur, le marge, la police de caractères utilisée. Tout le reste, c'est le CSS. C'est le contrôle sur le texte. Et tout ça est encapsulé dans le fichier du livre numérique. Dans un fichier qu'on envoie à Amazon. D'accord. Et je crois savoir qu'Amazon a des spécifications à suivre pour la résolution de l'image de couverture, pour savoir si quel est un peu le déroulé. Si, je crois qu'il ne faut pas mettre de couverture interne physique, il ne faut pas un fichier HTML contenant une couverture, parce que sinon il y a une duplication de couverture en tête du fichier. Enfin, ce genre de choses à savoir. Vous tapez Guidelines Amazon Kindle Direct Publishing et vous trouvez un PDF à jour où il y a toutes les... Ils ont un PDF, un guideline qui explique tout ça. C'est assez... aride. Ouais. Il faut chercher ce qu'on veut faire et faire comme ça. Il y a aussi dans le processus de mettre en ligne, il y a un preview où on peut visualiser comment il va être à la fin. Et il y a aussi autre méthode, on peut envoyer le fichier à notre Kindle et regarder ce que ça donne directement sur le Kindle. Sur quoi? Un Kindle. Kindle pour Amazon. Et on parle d'Amazon, mais il y a d'autres, on peut parler bientôt sous le choix d'Amazon ou d'autres diffuseurs pour le livre. Parce que toi, tu as décidé de confier en quelque sorte ton ouvrage à Amazon pour sa mise en vente sur sa plateforme. Non, pas spécifiquement. Pour la diffusion, il vaut mieux d'être sur toutes les plateformes. Il y a, dans le monde français, je crois qu'il y a Amazon, Kobo, Apple iBooks. Est-ce qu'il y a d'autres spécifiquement t'en as, enfin, spécifiquement non. Qui sont vraiment répandus. C'est les trois principales. Kobo qui est lié à la Fnac. Oui. La Fnac sous-traite toute sa plateforme e-book. Ils ont aussi une présence dans le monde francophone au Canada. Ouais. C'est bien pour ça. Voilà, qu'est-ce qui... Non, je pense que c'est les principales. On peut être sur les trois. Et il vaut mieux d'être partout parce qu'il y a des gens qui boycottent Amazon parce que c'est le plus gros monstre sur le terrain. Et il y a des gens qui ont des e-books de Kobo. Et il y a des gens qui ont des e-books de Kobo parce qu'on peut lire tous les formats qui existent sur un Kobo, sauf le format d'Amazon, qui est propriétaire d'Amazon. Donc, il vaut mieux d'être partout. La seule raison de choisir Amazon et que Amazon, c'est pour le programme KDP Select. Comment on dit ça en bon français? KDP. Il n'y a pas de bon français. Donc le programme Kindle Direct Publishing, c'est le programme qui permet aux auteurs indépendants de confier leurs livres pour une publication sur la plateforme Amazon, et en tant qu'auteur, sur la vente numérique du livre, tu touches 70%. Oui. Sur Amazon, même si vous êtes sur Amazon et d'autres plateformes aussi en même temps, c'est sur le numérique, c'est 70% le prix du livre. En format de papier, en brochet, en brochet, c'est 60% du prix après le coût d'impression. Donc le coût d'impression pour un livre de 300 pages peut être autour, ne cite pas, autour de 4 €. Et donc on vend pour 16 €. Donc ça donne, vous aurez 60% de 12 €.
donc c'est sur Kindle Direct Publishing qu'on crée le livre et on soumet et tout ça. Et ils ont un programme qui est Kindle Direct Publishing Select, qui veut dire que vous êtes d'accord que vous publiez que sur Amazon et pas sur les autres. Et là, ils disent que ça vous donne une meilleure visibilité sur le site. Ça dépend. Ils disent ça, mais il n'y a pas vraiment un retour, il n'y a aucune preuve que vous avez plus de visibilité sur le site. Le truc pour avoir plus de visibilité sur le site, c'est d'avoir les ventes et avoir les notes, les commentaires sur le livre. C'est tout ce qui compte. Peut-être qu'il y a un peu plus d'avantages avec Select, mais c'est... tu ne sais pas comment ça fonctionne, il n'y a pas de transparence sur les mécanismes, tu ne sais pas si c'est un algorithme. Exactement, il y a sûrement un algorithme. C'est ça qui est pénible avec ces choses-là, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc le choix d'être uniquement sur Amazon, c'est d'être dans ce programme de Select. Et aussi, il y a un autre petit marche technique pour créer le livre numérique en autre format, le EPUB et d'autres formats qui existent. Donc c'est vraiment tout. Ouais, alors pour avoir il y a très longtemps géré une maison d'édition numérique qui ne publiait que des livres numériques, en fait il y a en effet pour toutes les plateformes autres qu'Amazon, elles acceptent le format EPUB qui est le format le plus répandu de livres numériques. Amazon a un format propriétaire qui s'appelle le Mobi et en fait, il y a des logiciels pour, une fois que vous avez encodé votre manuscrit au format EPUB, il y a des logiciels qui transforment votre EPUB en format Amazon. Donc voilà, il y a quelques modifications à faire, ou en tout cas dans le code CSS, il y a des choses à savoir qu'Amazon accepte, que les autres... De toute façon, le livre numérique, c'est quand même très le Far West, il n'y a aucune liseuse qui accepte le code CSS de manière simple et rationnelle. Chacune a ses petits bugs, ses petits caprices, ses petites choses. Ça, il faut les connaître. Et c'est pour ça que tu as été très courageux d'apprendre comme un grand tout seul à encoder tes livres. C'est qu'il y a tellement de manières de se prendre les pieds dans les bugs que c'est peut-être pas inutile pour les gens moins geeks ou moins courageux de sous-traiter cette étape à un vrai e-book designer qui sait quels sont les bugs et qu'est-ce qu'il faut faire pour telle plateforme. Mais voilà. Donc, excusez-moi, oui. Vous parlez encodage, mais si on a un texte tout à fait achevé, on va dire, sur Word, et qu'on le transforme évidemment en PDF, et si on envoie le PDF au site, est-ce qu'il peut y avoir une modification quelconque? Ils n'acceptent pas un PDF. Ils n'acceptent pas un PDF? Ouais, oui, je crois pas. On parle pour un livre numérique? Oui. Oui, non, je ne sais pas. D'accord. Pour l'édition d'un livre auto-publié. D'accord. En effet, pour le livre numérique, ils n'acceptent pas les PDF. Oui, pour le livre numérique, pas de PDF. Par contre, pour un livre en papier, si je ne me trompe pas, c'est que PDF. Okay. Donc ça, c'est un peu, entre guillemets, plus facile à faire. Sauf que il faut savoir, et ça vaut pour la version papier aussi pour la version numérique, il y a des règles que les éditeurs suivent depuis des centaines d'années sur comment le rendu sur page. Il y a un marge sur ce côté, il y a une marge antérieure, il y a qu'est-ce qu'on met en haut de la page, où on met le numéro de page, et est-ce qu'on met sur la première page du chapitre, ou est-ce qu'on ne met pas sur la dernière page de le chapitre. Il y a toutes sortes de choses à savoir, il y a des règles livres, typographiques. il y a des règles typographiques,
Et il faut le suivre tout ça, sinon ça donne un air un peu amateur. Si on oublie la page de copyright au début, par exemple, ou si on met le numéro ISBN sur la première page du chapitre, ça ne donne pas bien. Il faut savoir où mettre tout ça dans un livre. En parlant d'ISBN, comment tu l'as obtenu? Est-ce que c'est Amazon qui te l'a fourni ou tu l'as demandé au service qui lit les ISBN? Amazon, il peut nous fournir un ISBN, mais ne faites pas ça. Parce que c'est un ISBN pour Amazon. Et vous ne pouvez pas l'utiliser sur d'autres plateformes. Donc, si on a le même livre sur deux plateformes différentes avec un ISBN différent, ça va être confondant, ça va créer des confusions dans l'esprit du lecteur. Peut-être le lecteur plus ou moins il regarde la couverture quand même. Mais si jamais vous essayez de placer dans les librairies, les librairies ils regardent les ISBN. Et donc s'ils trouvent deux ISBN pour le même livre, ils vont être, je prends lequel. Donc il faut avoir le même ISBN. Et en France, et on est un peu, on a la chance, les ISBN sont gratuits. Il faut juste écrire à la FNIL, je crois. Et on peut même faire ça online. Et dans le prochain jour, vous avez toute une liste d'une cinquantaine de ISBN. C'est très facile et c'est gratuit. Et aux États-Unis, c'est payant. Aux États-Unis, c'est payant. C'est pour ça que tu es en France, en fait. Ça, c'est l'exception culturelle, mesdames et messieurs. Voilà. Donc, j'ai une question sur l'aspect impression du livre papier. C'est aussi Amazon qui l'a pris en charge ou c'est par un autre service? C'est Amazon qui l'imprime. D'accord. Donc du coup, est-ce qu'on va parler de ça au moins plus tard ou est-ce qu'on est prêt à parler de ça déjà? Non, on peut en parler. Est-ce qu'on a déjà fait le tour de... non, on n'a pas encore fait... on arrive à ça. On va arriver. Pour mettre sur Amazon, c'est assez facile, c'est kdp.amazon.fr. Et il faut apprendre comment utiliser l'interface, mais c'est une interface assez correcte. C'était utilisé pendant des années, donc c'est assez rouillé. Rouillé, c'est pas le bon mot. Rodé. Rodé, c'est le bon mot. Et aujourd'hui, depuis pas longtemps, ils font aussi des livres. Ils font des livres numériques, mais aussi le livre papier, depuis juste quelques mois maintenant. J'ai dû demander d'abord, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui a déjà fait l'auto-édition, qui a déjà publié un livre sur une plateforme quelconque? Non, pas encore. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui a le projet de faire? Un, deux. Vous aurez tous les outils pour faire après. Donc, c'est pas difficile à faire. Créer le compte et suivre les étapes pour le faire. Il y a des choses importantes dans le processus. Il y a des catégories d'Amazon ou d'autres, ça vaut pour toutes les plateformes, il y a des catégories. Et les catégories sont assez spécifiques. Donc, on a un livre, par exemple, celle-là, c'est fantasy, enfant, fantasy, et je crois que j'ai mis dans une petite catégorie en dessous. On a le droit de mettre deux catégories. Et il faut bien choisir les catégories parce que quand les gens vont la chercher, ils peuvent tomber sur le livre ou pas. Et on veut être dans la première page de recherche. S'ils cherchent pour un truc spécifique, on veut, si ça correspond à votre livre, vous voulez que le livre, c'est dans la première page qui est dans la première vingtaine de livres. Donc il faut bien choisir la catégorie. Et si on a le choix, on peut faire la catégorie le plus spécifique possible. Parce qu'il y a comment on dit ça?
il y a des catégories plus larges, par exemple fantasy. Tous les livres de fantasy sont de catégorie fantasy. J'ai un autre livre qui est plutôt de légende de roi Arthur. Et donc j'ai mis mythe et légende, et il y a une catégorie pour la légende arthurienne. Donc j'ai mis dans cette catégorie-là. Il y a très peu de livres pour enfants dans cette catégorie. Donc il est mieux placé dans cette catégorie que dans un autre, plus large. Et il y a aussi les mots-clés. On a le droit de mettre 7 mots-clés sur le livre. Et donc, on peut choisir les 7 et on peut changer après. Donc, on met les 7 comme on peut. Et si le livre, si ça se vend pas bien, ou même après, ça commence fort et après, ça commence à descendre, on peut changer les mots-clés pour chercher le bon qui est plus répandu. Est-ce que tu as des données, des mots-clés les plus sollicités chez les personnes qui finalement deviendront tes lecteurs? On n'a pas c'est dommage. On ne voit pas qui a cherché quoi. Parce que sur un site web, il y a Google Analytics qui te dit, ben voilà, cette page-là, les internautes qui sont arrivés dessus, ils sont arrivés suite à une requête Google tapant tel mot-clé, et du coup, ça te donne des indices sur comment optimiser ton référencement Google avec les mots-clés. Ça, c'est dommage qu'ils ne proposent pas. Amazon, c'est un peu plus opaque. Hermétique. Mais sur nos propres sites web, on peut faire ça. Si on a Google Analytics et si on prend du temps à apprendre tout ça, et ça, c'est vraiment... ça commence à devenir un peu plus compliqué. Oui. Je ne veux pas oublier votre question, mais il y a des mots-clés, les catégories, et après la couverture, on a déjà parlé de ça. Et après on soumettre pour un livre numérique. Ça prend 2-3 jours maximum pour avoir le feedback parce qu'ils vont valider, faire un petit review du livre pour être sûr que c'est un vrai livre et pas n'importe quoi. Et après, on clique le bouton et ça passe directement sur Amazon. Pour le livre en papier, c'est un peu plus long parce qu'on peut visualiser le livre sur l'écran avec ça donne ce qu'il donne sur la page. Mais il vaut mieux, surtout la première fois qu'on fait, d'avoir une vraie version papier. Donc comme ça, on commande les épreuves. Et donc on fait ça et ça prend 4 jours pour imprimer quelque part en Europe et envoyer juste comme un vrai livre. Et ça coûte le prix de l'impression et la livraison. Et ça vaut le coup parce qu'on voit les choses sur un vrai livre qu'on n'a pas vu ailleurs. En plus, la couleur de la couverture et tout le reste. Parce que tu es obligé de choisir, si tu veux, pour la couverture, un rendu mat ou brillant, quelle est l'épaisseur du papier. Et ça, c'est pas forcément des données qu'on sait, qu'on maîtrise en tant qu'auteur, qui n'a pas forcément ce genre de connaissances. Et en effet, c'est une autre compétence à acquérir. C'est ce genre de petits détails. En effet, demander une impression essai pour vérifier si on a fait les bons choix, ça peut se révéler et efficace. Dans la version imprimée, on a la couverture sur les deux côtés et le tranché. Le dos. Donc il faut... Ça? Oui. C'est le dos de la couverture. Donc il donne... on a le nombre de pages, il donne l'épaisseur de chaque page qui est dans les millièmes de millimètres. Ou de millimètres. Et donc il faut calculer l'épaisseur du livre pour voir le dos du page, pour avoir la bonne épaisseur. Oui, que par exemple le titre qui est imprimé sur le dos ne dépasse pas sur la première ou la quatrième de couverture. Et celle-là, tu vois, il a sur l'extérieur, non pas sur celle-là, il a l'image qui dépasse, qui va sur le dos, mais qui ne va pas sur le quatrième. Donc, il faut bien calculer exactement. Il y a une marge de 3 mm, je crois, mais ils sont souvent, cela, il est plus ou moins exactement dans le truc. C'est imprimé à la demande?
Imprimer la demande, tout à fait. Oui. La question était? C'est ça, c'est très bien. Impression à la demande. Oui, on met sur Amazon et on peut commander, ils disent les copies d'auteur, pour vendre comme ça les copains et les gens dans la rue ou dans les dédicaces. Sinon, c'est online chez Amazon et quand les gens vont acheter, c'est imprimé et envoyé comme tous les autres livres sur Amazon. Juste après qu'on a mis sur ligne online le livre, on commande toujours le premier, en numérique ou en papier, commande le livre. Ça donne, avant qu'il y ait un vente, il n'est pas coté dans les rankings, dans les catégories. Il n'y a aucun, c'est juste, il est nulle part. Donc, on commande le premier, et comme ça, il a un ranking, ça affiche quelque part. Et après, les copains, la famille achètent le livre, et ça monte un peu, et là, on commence à avoir la visibilité. Et l'idée chez Amazon, c'est d'avoir la visibilité, toujours dans la première page d'une recherche quelconque, pour que quelqu'un voit qu'on ne connaît pas, qui achète le livre. Ça, c'est la stratégie de base de chez Amazon. Donc en fait, dès que tes deux formats, le format imprimé et le format numérique, ont été validés par Amazon, en fait, toi, ce que tu dois faire, c'est aussitôt envoyer un email à toutes les personnes que tu connais, voir que peut-être qu'ils t'ont oublié, mais que tu te rappelles à leur bon souvenir, et tu te dis, voilà, ce livre est maintenant disponible à la vente sur Amazon, n'hésitez pas à l'acheter. Oui, et votre newsletter, parce que vous aurez tous un newsletter, bien sûr. On va parler de ça un peu plus tard. Mais oui, pour voir... En fait, il y a une stratégie. On ne veut pas que tout le monde achète la même journée. Parce que l'algorithme d'Amazon, il voit les pics, et après il voit que ça descend, les ventes. Et du coup, si c'est très rapide, les premières ventes, ça va monter très, très, très rapide dans le ranking, mais ça va descendre aussi vite. Si vous avez quelques ventes, et puis le lendemain ou la semaine prochaine, quelques ventes, et puis quelques ventes, et quelques ventes, ça va monter doucement, mais ça va descendre aussi doucement, comme une pente douce. Et c'est ça ce qu'on veut. Éventuellement, si on n'a pas de vente, il y a un petit précipice que ça tombe pour le bon. Il faut remonter encore. Donc, sur tous les réseaux sociaux et tout ça, il ne faut pas balancer à tous les réseaux sociaux au même temps. Il faut faire petit à petit sur chacun pour avoir les réponses, pour avoir les ventes progressives. Je te rassure, quand tu publies chez un éditeur traditionnel, c'est pareil. Tu as un pic au début parce que on vient de le mettre en librairie, tu as reçu un article dans tel journal, tu as peut-être fait une radio, et puis après c'est très très rapide. Le temps de vie, la durée de vie d'un livre en librairie, on dit traditionnellement que c'est 3 mois, mais je pense que ça se compte davantage en semaines qu'en mois. Et je pense qu'Amazon, on n'en a pas parlé, mais c'est important de le dire, c'est qu'Amazon participe d'une économie de la longue traîne. Ça a été théorisé depuis maintenant quelques années. C'est en gros, l'économie numérique permet de passer d'une économie du hit à une économie de ce qu'on appelle de la longue traîne. C'est-à-dire que avant, vous aviez que les 20, les 50 meilleures ventes qui étaient vraiment visibles et le reste n'existait pas. Et maintenant, par les systèmes de recommandation, soit par algorithme, soit par critique de lecteurs, vous pouvez faire remonter des raretés, ou des choses très, très spécifiques comme ton livre, qui au XXe siècle n'auraient pas pu exister ou n'auraient pas pu émerger de la masse de propositions vis-à-vis des lecteurs. Et là, tout d'un coup, on peut, si on est persévérant et organisé, on peut créer une demande sur le long terme
de bouche à oreille qui fera peut-être pas de toi une superstar, mais qui, c'est l'idée, te permettra de vivre de ton œuvre. Oui, comme il a dit Thibaut, on met sur Amazon ou d'autres plateformes. Il est là, on peut, si les ventes commencent à descendre, on peut rebooster avec les publicités, plein de choses qu'on va parler tout à l'heure. Mais il est toujours là. C'est jamais hors print. Comme on avait pendant des centaines d'années, il y avait une certaine longueur d'impression et après c'est plus disponible. Il faut chercher chez les bouquinistes. Donc c'est ça un avantage de l'impression aujourd'hui, mais ça existe pour les traditionnels ou pour les auto-éditeurs. Tout à fait. On va peut-être maintenant... juste oui. Une question. Est-ce qu'on peut changer de contrat, par exemple, si admettons que le livre marche bien, vous allez nous dire dans la troisième partie comment il faut faire, et si vous êtes repéré par un éditeur traditionnel, est-ce qu'on peut changer Oui, ça c'est un avantage de l'auto-édition, c'est qu'on garde tous nos droits. Oui. Du coup, on a tout le contrôle. On a dû parler peut-être ça au début. Dans l'auto-édition, plutôt d'abord dans l'édition traditionnelle, on a le contrôle sur le manuscrit qu'on envoie. Mais après, c'est dans la main de l'éditeur. Il peut dire que oui, c'est très bien comme ça et vous trouvez un croquis ou un gros trou dans le trame du livre. Mais attends, il y a un truc. Et l'éditeur dit non, ça va aller. On est déjà en train de... On a un lead time de mois et parfois une année ou plus pour publier un livre et il faut respecter ça. L'éditeur traditionnel, ils vont choisir la couverture, ils vont fabriquer la couverture, tout ça c'est à eux à faire. Et on n'a aucun mot à dire. Et comment ils promouvoir le livre, ils vont faire la promotion ou pas. Et on n'est pour rien. On peut faire nous-mêmes, mais c'est plutôt si c'est pour faire une dédicace, pour louer une salle, c'est dans nos poches. Ou si l'éditeur il pense que c'est un très bon truc et il peut gagner l'argent dessus, ils vont payer pour la salle et inviter plein de gens et tout ça, et c'est plus facile. Mais c'est hors de nos contrôles. Auto-édition, on a tous nos contrôles. À un moment donné, si un éditeur m'appelle et tiens, j'ai vu votre bouquin sur Amazon et j'aimerais bien reprendre ça, donc on peut parler. Et donc il faut regarder le contrat et tout ça, mais c'est une possibilité parce que sauf dans le cas d'Amazon de Select, le programme Select, le jour au lendemain, on peut retirer le livre d'Amazon et donner les droits à un éditeur. D'accord. Ok. On va peut-être passer à ma dernière question. Comment trouver ses lecteurs et comment se faire lire? J'aurais une question là. Ça coûte combien l'édition papier? L'édition papier, tu veux dire pour... Sur Amazon. Sur Amazon, pour avoir un livre? Oui, pour avoir un exemplaire. Pour avoir un exemplaire. Pour un livre de 300 pages, ça va être dans les eaux de 4 €. Ça, c'est les coûts de fabrication. Ça, c'est le coût de fabrication. Le prix... 4 € la page? Non, 4 € l'exemplaire. L'exemplaire. Donc, on donne... ça, c'est une autre chose pour l'auto-éditeur. Il faut savoir où mettre le prix de vente. Trop cher, c'est trop cher. Et ça dépend le genre de livre. Il y a des thrillers, des fantasy et tout ça. Ils ont différents prix pour chacun. Il faut faire la recherche dans le genre pour voir où les autres sont placés et se mettre dans ces eaux-là. Et c'est toi qui fixes le prix. Mais c'est toujours l'auto-éditeur qui fixe le prix. Et puis, quand on commande les épreuves ou les copies d'auteur, c'est le coût de fabrication et la livraison
qu'on va payer. D'accord. Et donc du coup, une fois le livre mis en vente sur la plateforme, qu'est-ce que tu as fait? Tu avais déjà un site Oui, comment se faire lire? Comment faire connaître le livre? Ça c'est, si vous avez pensé que là, pour fabriquer un livre, ça a l'air de beaucoup de travail, ça c'est le parti facile. Le parti plus difficile pour la plupart d'entre nous, ça va être la promotion du livre, le marketing, le dédicace, comment je vais mettre ça dans la librairie, comment je vais mettre ça dans la bibliothèque. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à savoir pour faire tout ça. Et c'est le parti le plus difficile. Mais on commence toujours avec un site web dédié au livre ou au moins à l'auteur. Au début, on peut faire à l'auteur avec un premier livre. Si jamais, par exemple pour moi, j'ai les 4 titres, mais les 3 premiers sont en anglais et le 4e évidemment c'est en français. Donc j'ai un site pour l'auteur moi et les 3 livres se trouvent dessus en anglais. Et il y a des mentions de livres en français. Et j'ai un site dédié, puisque c'est le seul en français, j'ai un site dédié pour le livre en français. Si vous avez des livres tout en français, par exemple, il vaut mieux mettre juste un site avec vous, l'auteur, et tous les livres sur le même site. Et un jour, si vous avez un qui marche très bien, peut-être pensez à mettre cela sur une autre page dédiée pour faciliter la tâche. Par contre, le parti négatif de ça, c'est que tout d'un coup, vos autres livres perdent la visibilité parce que tout le monde va aller sur le qui marche. Donc c'est un choix à faire, mais toujours un site web. Et puis, après le site web, tout de suite, un newsletter. Newsletter, c'est très important parce qu'un newsletter, ça capte les adresses mail de vos lecteurs. Et vos lecteurs ça c'est votre commerce. Le fonds de commerce, c'est vos lecteurs. Comme ça, vous aurez une communication avec vos lecteurs. Et il faut comment on dit? Il faut respecter le lecteur et son adresse mail. Donc, quand on a un newsletter, on n'envoie pas n'importe quoi. Chaque semaine, un petit truc, acheter mon livre, on ne fait pas ça. On envoie les choses qui est susceptible à aimer, à apprécier, et on fait ça avec parcimonie. Pas trop souvent, mais pas une fois par an, c'est un peu moins que plus souvent. Donc, le newsletter, même si vous choisissez le voie édition traditionnelle, avoir votre propre site d'auteur et votre propre newsletter. Parce que si vous n'avez pas votre site et votre newsletter, vous captez aucun adresse, aucun contact avec vos lecteurs. Donc, l'éditeur traditionnel, il gagne tout l'argent. Il vous donne le petit pourcentage, éventuellement, si vous vendez assez pour couvrir la vente sur le droit. Et éventuellement, vous pouvez dire que, tiens, je vais auto-éditer un livre. Si vous avez capté plein d'adresses de vos lecteurs, vous aurez quelque chose déjà à commencer. Déjà des lecteurs pour le prochain. Vous ne venez pas commencer à zéro. Donc, le site web, le newsletter, et après, il y a des réseaux sociaux. Comptez pas trop dessus. Au moins pour le livre. La meilleure chose à faire avec les réseaux sociaux, c'est d'être une gentille personne avec tout le monde et éventuellement, quelqu'un va dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, il est auteur. Il écrit un livre. Ah, ça m'intéresse ça. Ah, génial.
je vais acheter. Mais si vous dites achetez mon livre sur vos pages Facebook, personne ne regarde, ça fait ça. Avec le pouce, ça fait rapidement ça. Et éventuellement, si on voit ça 2-3 fois, une fois de trop, c'est un muet ou unfriend, unlike, et c'est terminé. Donc, on ne peut pas vraiment faire la promotion de notre livre sur les réseaux sociaux, c'est plutôt la promotion de nous-mêmes. Juste, je suis gentil et je suis intéressé dans toutes ces choses-là. Soyez vous-même et les gens vous aiment ou pas. D'accord. Donc c'est d'abord créer une relation privilégiée avec de potentiels lecteurs. Oui, oui. Et une fois que le courant passe, qu'il y a un début de communauté, au fait, j'ai écrit ce livre, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Vraiment, en passant, si vous allez au dîner, chaque fois que vous êtes invité au dîner, vous rencontrez les autres invités et tiens, je suis écrivain, voilà ma carte avec ma jolie couverture, ça casse un peu l'ambiance du soirée. Et surtout, dans les réseaux sociaux, on peut mettre notre site web, le lien vers le site web dans les endroits appropriés. Mais toujours votre propre site web et faites ça, faites le lien vers le site web. Imaginez le site web et les réseaux sociaux et les points de vente comme un gros sablier. Les réseaux sociaux et tout ce qu'on fait dans la vie réelle sont ici et on dirige tout sur le site web. Et dans le site web, on a une page et des liens vers tous les points de vente de vos livres. Donc chez l'éditeur, chez Amazon, partout il y a des livres. Comme ça, les gens, quand ils nous voient, ils disent que tiens, ça c'est un tel, il y a un site web. Si je veux acheter un livre, je sais où va. Et après ça, ils peuvent, si jamais les points de vente changent, vous êtes en contrôle total de le lien. Oui, tu peux rediriger change, c'est facile, juste changer les liens. Si vous imprimez le référence, la page Amazon sur votre carte de visite, dès que ça change, ou dès qu'il y a un truc, vous n'êtes plus sur Amazon parce qu'il y a un truc qui ne va pas, vous êtes plutôt sur Kobo, il faut refaire les cartes et tout ça. Donc, toujours vers le site web. Et après, le site web vers les points de vente. Ok, donc en gros, garder le contrôle, de la communication. Même et surtout si on est édité traditionnellement. Tout à fait. Je sais pas, il y a peut-être des questions dans la salle sur ce point-là de la discussion ou sur les précédents. On a un peu débordé, mais il y a peut-être encore un peu de temps. Oui. Alors, moi j'ai deux questions en fait. Enfin, déjà par rapport à Kindle Publishing, là, en fait si on passe par là, on est obligatoirement lié à Amazon ou pas Non. On peut passer partout. Amazon, Kobo, Apple iBooks, partout. La seule fois vous avez une contrainte, c'est sur Kindle si on choisit le programme Select. Ah ouais, ok. C'est une très bonne question, c'est très important que les gens comprennent. Est-ce qu'on est obligé, si on va sur Amazon, est-ce qu'on est obligé de rester exclusivement à Amazon? Non, c'est juste si on choisit le programme Select, et ça c'est que pour les e-books, pour le livre numérique, pour le Kindle, on choisit Select et là on ne peut pas publier sur d'autres plateformes en livre numérique. Mais en même temps, on a sur Amazon un livre en papier. Il n'y a pas un programme Select sur la version papier. Donc, on peut avoir la version papier sur Amazon et sur d'autres plateformes. Si ça existe, je cherche. Oui, ça existe. Ingram Spark, il y a une plateforme d'impression en papier. On peut avoir ça. Et en même temps, avoir Amazon Kindle Select sur le livre numérique. Que sur le livre numérique. Question? Oui.
Vous avez dit au début qu'il faut d'abord tout faire pour se faire éditer par un éditeur traditionnel, envoyer Oui. son... Exhauster toutes les avenues voilà. pour se Et faire donc, publier. si ça ne marche pas, à ce moment-là, on passe sur Amazon. Si ça ne marche pas, réfléchissez quand même bien. Si vous voulez se lancer, vous voulez vous lancer dans l'auto-édition, qui veut dire l'auto-entrepreneur. Pour la plupart parmi nous, nous sommes écrivains. On veut être écrivain, on veut écrire, on veut passer nos journées dans le monde imaginaire avec les personnages qu'on crée, qui nous parlent dans nos têtes, qui interrogent entre eux. On veut créer les scénarios et les choses nouvelles. On veut passer notre temps à faire ça. Si vous passez à le mode auto-édition, auto-entrepreneur, vous restreindre votre temps d'écriture jusqu'à peut-être 10%. Il y a beaucoup de boulot dans tout ce qu'on avait parlé et on a survolé tout ce qu'il faut faire et comment et tout ça. Oui, ça j'avais bien entendu, mais ma question en fait c'était si j'ai envoyé à des tas de maisons d'édition, tout le monde m'a refusé. C'est quoi votre autre option? C'est-à-dire que mon livre est vraiment mauvais, donc c'est pas la peine de le mettre sur Amazon. Peut-être bien. Il faut réfléchir bien et il faut penser ça. Si on avait écrit un très bon livre et on envoie à tous les éditeurs sur Terre, dans le monde français, et tout le monde est refusé, la seule option, il n'y a pas une seule option. C'est pas juste, bon, je suis obligé, pour avoir mon livre publié, je suis obligé d'aller auto-éditer. Il y a une autre option. L'autre option, c'est quand même plus facile, c'est écrire le prochain livre et envoyer ça à tout le monde. Et quand ça c'est refusé, écrire le prochain livre, le troisième après ça. Continue à faire ça, continue, jusqu'à vous avez la première lettre d'acceptance pour votre manuscrit. Et là, vous serez auteur d'un livre publié traditionnellement par un vrai éditeur. Et ce qui se passe après, c'est l'éditeur, il va dire, bon, ça marchait bien, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous ouvrez le tiroir, vous avez une pile d'une dizaine de livres, les très bons livres, et vous envoyez, vous choisissez le book préféré, et vous envoyez, et bon, ce qu'il va dire, il y a plein de gens qui sont publiés traditionnellement, il y a pratiquement tous qui sont publiés traditionnellement, ils ont un tiroir plein des romans terminés, de très bons romans, mais c'était le 10e ou le 20e qui était choisi par un éditeur. Et là, après, le 12e livre d'un auteur est souvent son précédent. C'était souvent écrit avant le premier qui était édité. Ça, c'est un autre choix, et ça, vous restez écrivain au plein temps, ou dans les soirées et le week-end avec le day job, avec le boulot. D'accord? Il y a quelqu'un là-bas? Pardon? Il y a quelqu'un d'autre qui pose le doigt? Non. Ah non. oui. Alors, comme vous avez prononcé le mot auto-entrepreneur, est-ce que ça veut dire qu'on dépend d'un régime fiscal spécifique? Oui. Et ça, c'est la partie, ça c'est une partie de tout ça. Il faut être partie du régime maintenant c'est micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, c'est pareil. Pourquoi tu as besoin de ce régime-là pour être vraiment bien dans les cases, il faut déclarer les droits d'auteur. Surtout d'Amazon, dans une ligne pour auto-entrepreneurs. La réponse officielle, c'est pour ça. Si on gagne dans une année moins de... Et ne me cite pas, et j'espère que le fils ne regarde pas ça. Je ne suis pas... spécialiste fiscal. Je ne suis pas comptable, je suis juste un gars qui ne comprend rien dans le système de toute façon. Mais normalement, le bruit que j'entends sur l'Internet, c'est que si on gagne moins de 1 000 € par an, il ne regarde pas trop. Ça ne vaut pas vraiment, parce qu'un auteur qui gagne moins de 1 000 €
pendant une année, soit l'année prochaine, il va gagner beaucoup plus, soit l'année prochaine, il ne va rien gagner du tout. Et donc, ce n'est pas la peine de passer à l'auto-entrepreneur pour gagner 500 € pendant une année. Et après, vous êtes coincé dans le système d'auto-entrepreneur, il faut en sortir. Donc, ça, c'est une partie de l'auto-entrepreneur, c'est la partie business, le fisc et tout ça, il faut faire la paperasse. Merci. D'accord. On va peut-être. Et il faut de toute façon déclarer, même si on a moins de 1000 €, il faut déclarer quelque part sur votre Déclarer fiche, tous vos revenus. Nous tous vos ne revenus, faisons bien pas sûr. l'apologie de C'est l'évasion juste, fiscale. c'est juste où le mettre, c'est ce qui est différent si on est auto-entrepreneur. Parce que Amazon, de son côté, va le déclarer. Sans Donc, doute. si je le fais pas, Oui, je oui, peux oui. le faire. Et Ouais, de toute manière, un faut éditeur déclarer. traditionnel déclare tous vos revenus. Oui, oui. À la fin de l'année, vous avez un reçu gracié Gallimard qui vous dit Et vous avez gagné tant, Oui. on a déclaré tant au fisc et Ouais. vous devez déclarer le même chiffre dans votre déclaration. Et je crois que édition traditionnelle, comme ça, les droits d'auteur, il y a une ligne spécifique sur les fiches de revenus. On n'est pas dans ce cas, on n'est pas auto-entrepreneur avec les régimes et tout. Oui, moi je déclare pas, j'ai jamais rien compris à la déclaration d'impôt, donc d'une année sur l'autre je réapprends à chaque fois. Là, toi, j'ai déjà oublié ce que j'ai dû déclarer. Mais oui, c'est une case assez normale. Ça doit être genre revenus non salariés, quelque chose comme ça. C'est édition traditionnelle. Ouais. Mais je pense que pour un auteur indépendant, tu peux utiliser ces mêmes cases que... La réponse officielle que j'ai eue, c'était que la seule option, c'est auto-entrepreneur. Ok. Écoute, merci en tout cas de toutes ces informations et toutes ces réponses qui nous ont éclairé sur tout ce qu'il fallait savoir pour s'auto-publier. J'espère que ça te permettra peut-être de trouver de nouveaux lecteurs. En tout cas, il y a l'adresse de ton site à l'écran, donc n'hésitez pas à le consulter pour découvrir l'univers de Petit Lot et le Grand Corps de la Licorne. On va vous souhaiter une bonne soirée, on va rester un peu là pour ranger, peut-être qu'on pourra discuter encore quelques minutes. En tout cas, merci d'être venu et à la prochaine. Merci. Merci.